Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de mathématiques et musique. Aujourd'hui, nous allons laisser de côté l'Antiquité et Pythagore que nous avons abordé dans nos deux premières vidéos pour s'intéresser au Moyen-Âge et à la Renaissance. Tout d'abord, au Moyen-Âge, le christianisme, tout comme en Grèce antique, propose un système unifié dans lequel mathématiques et musique sont intimement liées. Si l'on observe la rose des arts libéraux qu'on peut trouver à la cathédrale de Laon, datée du XIIe siècle, on remarque que la théologie, soit l'étude de la religion, est entourée par l'arithmétique, la géométrie, mais également la musique. Cette dernière étant toujours considérée à cette époque comme une science dans laquelle la raison est la part de Dieu dans l'homme. Cependant, la rigidité de ce système va s'effriter peu à peu au cours de la Renaissance, menant à une séparation progressive entre mathématiques et musique. Cependant, certains mathématiciens vont continuer à essayer d'expliquer scientifiquement la musique. L'un d'entre eux, Marin Mersenne, reprend à la fin du XVIe siècle la théorie de Pythagore selon laquelle la fréquence d'un son vaut l'inverse de la longueur de la corde qui vibre pour le créer. Il affirme alors que la fréquence de la corde F est égale à 1 sur 2L fois racine de T sur P. L étant toujours la longueur de la corde, T sa tension et P sa densité linéaire. Ainsi, plus la longueur de la corde est importante, plus le son est grave. Plus la corde est tendue, plus le son est aigu, ce qui explique pourquoi les cordes aiguës des instruments ont besoin d'être resserrées plus régulièrement et se cassent plus facilement. Enfin, cela implique que plus la corde est grosse, plus le son est grave, comme lorsqu'on compare les cordes d'un violon avec celles d'une contrebasse. Gioseffo Zarlino, quant à lui, reprend les travaux de Pythagore sur la gamme et crée sa propre gamme qui est aujourd'hui toujours utilisée par des instruments comme le violon, la voix humaine, la trompette à piston ou encore le trombone. Pour cela, il utilise le spectre en fréquence du Do fondamental et base tous ses calculs sur les rapports entre les harmoniques naturelles. Si on pose F de N, l'harmonique du Do fondamental F de 0. F de N est alors égal à 1 plus N fois F de 0. Ainsi, F de 1 vaut 2 fois F de 0, ce qui signifie que la première harmonique vaut 2 fois la fréquence de son fondamental. Or, si on reprend les travaux de Pythagore, 2 est le rapport harmonique de l'octave. Ainsi, le premier harmonique est un Do aigu par rapport au Do fondamental qui est un Do médium. Le deuxième harmonique, F de 2, vaut 3 fois la fréquence du fondamental. Donc, le rapport entre le deuxième harmonique et le premier harmonique, F de 2 sur F de 1, vaut 3 demi, soit une quinte, d'après les travaux de Pythagore. Ainsi, entre le premier harmonique et le deuxième harmonique, il y a une quinte, soit entre Do et Sol. Ensuite, le troisième harmonique, F de 3, vaut 4 fois la fréquence de F de 0. Donc, F de 3 sur F de 2 vaut 4 tiers. Or, 4 tiers est le rapport harmonique de la carte, toujours selon Pythagore. Ainsi, Zarlino a prouvé les rapports harmoniques qu'avait trouvé Pythagore quelques siècles plus tôt. Mais il a fait plus que ça, puisque si on prend la fréquence du quatrième harmonique, F de 4, elle vaut 5 fois F de 0. Donc, F de 4 sur F de 3 vaut 5 quarts. Ce rapport, 5 quarts, il va dire que c'est une tierce majeure. Ainsi, grâce à l'étude des 4 premières harmoniques d'un Do fondamental, il a réussi à trouver la quinte, l'octave, la quarte et la tierce majeure. Grâce à tous ces rapports harmoniques, il crée alors l'accord majeur, qui va être la base de toute l'harmonie classique, soit ici l'accord Do, Mi, Sol, Do. Il construit ensuite tout le reste de sa gamme en se basant sur ces mêmes rapports harmoniques. La étant la quarte de Mi, La vaut
4 tiers de Mi, soit 4 tiers de 5 quarts de Do, soit 5 tiers de Do. Si, étant la quinte de Mi, il vaut 3 demi de Mi, soit 3 demi de 5 quarts de Do, soit 15 huitièmes de Do. Ré et Fa, quant à eux, sont les mêmes que chez la gamme de Pythagore. Ainsi, nous avons une gamme complète et beaucoup plus simple que celle de Pythagore. Cependant, elle a quelques désavantages. Premièrement, elle n'est pas symétrique, puisqu'elle a 3 tons majeurs, 2 tons mineurs et 2 demi-tons majeurs. Ensuite, toutes les quintes ne sont pas justes. En effet, la quinte entre Ré et La vaut 1,4815 et non 1,5, comme elle devrait l'être. Si on se souvient bien, en effet, dans la gamme de Pythagore, il existait des notes augmentées, La plus, Si plus, Mi plus, qui permettaient de régler ce problème de justesse. Cependant, ces notes n'étaient pas écoutables dans la réalité. Ainsi, Zarlino ne les a pas gardées. Enfin, on ne peut pas forcément moduler dans toutes les tonalités comme Do de manière très juste. En effet, un instrument accordé selon cette gamme va un peu jouer faux, par exemple en Ré, puisqu'au lieu d'avoir Ré, Fa dièse La, il va avoir Ré, Fa, La. Dans 2 semaines, nous verrons ce que le XVIIe siècle a à nous réserver en termes de théorie mathématico-musicienne.